C'est un lieu chargé d'histoire, les quais de Bordeaux. Le classement de Bordeaux dans le patrimoine mondial a été une longue aventure. Ce miroir d'eau commence à avoir de la célébrité aussi. Magnifique. On a l'eau, les jardins, très beau bâtiment en même temps. À ce milliard, il ne pourra pas se payer un loyer à 600 €. Et là, avec les rénovations qu'ils vont faire sur la place, là, ça va enfoncer le clou. Avant, vous pouviez vous loger sur les quais pour une bouchée de pain, parce que vous saviez, 8 voies de voiture, c'est extrêmement bruyant. Il fait bon vivre à Bordeaux sur les quais de la Garonne. 4,5 km d'une promenade au cœur de la ville, comme hors de la ville. On y respire, on y balade, on y jogging, on y paisible, on y bien-être. Bref, c'est la douceur de vivre. Une douceur de vivre à l'image de Bordeaux, de son centre rénové, de ses zones piétonnes. À l'image de son tram aussi, qui longe silencieusement les quais et se prolonge vers les périphéries. C'est presque trop beau. Les quais achevés en 2009 sont une première étape hautement symbolique dans la reconquête de la ville. Car les quais de la Garonne n'ont pas toujours connu cette douceur de vivre. Comme beaucoup de villes, Bordeaux s'est construite autour d'une activité, en l'occurrence celle du port, celle des négociants. Dès le XIIIe siècle, la ville a prospéré grâce à la Garonne et à son ouverture sur l'Atlantique. Le vin est exporté vers l'Angleterre, puis vers le monde entier. Le XVIIIe siècle est le siècle d'or de Bordeaux. Les négociants s'enrichissent toujours grâce au vin, mais aussi grâce au trafic moins glorieux des esclaves. À l'ère industrielle, le port est victime de son succès. Les voies ferrées, dépôts de marchandises et autres engins de levage encombrent les quais. Les immenses hangars sont finalement construits avec l'ambition de mettre un peu d'ordre dans ce joyeux bazar. Dans la seconde moitié du XXe siècle, à Bordeaux comme ailleurs, les grosses industries sortent des villes. Les activités portuaires sont déplacées plus loin sur la Garonne et les hangars bordelais se vident. Dans les 30 dernières années, les quais, c'était ça. Des voitures, des parkings, un axe routier et surtout les vieux hangars désaffectés, pas très bio. Jacques Chaban-Delmas, maire de 1947 à 1995, ne détruira pas les vestiges du port, ce port qui vit encore dans l'imaginaire collectif de la ville. À l'aube du 3e millénaire, Juppé succède à Chaban et planifie 10 ans de travaux. La reconquête de la ville peut commencer. 10 ans de bonheur. Le projet a duré 10 ans. J'ai eu énormément de plaisir à porter ce projet. L'aménageur. Thierry Guichard était le maître d'œuvre du projet. Le responsable du chantier, c'était lui. Ce ciel-là et ce soleil après la pluie, moi je trouve que c'est merveilleux à Bordeaux. Ça donne une autre dimension à la ville. Ce fleuve fait 400 mètres de large et quand on est sur les quais, on n'a plus l'impression d'être en ville. On a l'impression soit d'être au bord de la mer, soit d'être au bord d'un lac. On n'est plus dans la ville. On est au plus bel endroit des quais, pour moi. C'est l'endroit que je préfère. On a une vue sur le fleuve, sur la courbe du fleuve, sur le port de la Lune, c'est-à-dire ce port en courbe du XVIIIe siècle. Alain Juppé, en 1995, fait enlever les grilles du port. Ces grilles sont symboliques de la fermeture et de l'interdiction d'accès aux Bordelais, l'accès à leur fleuve. Et ça donne un engouement extraordinaire. Et d'un seul coup, on a l'opinion publique avec nous et on se retrouve pressé d'aménager quelque chose. En aménageant un espace public, on crée du rien. On n'a pas de bâti, on n'a pas d'usage préférentiel. Et ce qu'on a voulu, c'est créer des espaces de façon à laisser aux Bordelais imaginer eux-mêmes l'usage qu'ils en feraient. Le public s'est approprié les espaces avant même que nous ayons terminé. Et ça, c'était ennuyeux au niveau du chantier, mais tellement merveilleux de voir que le public s'appropriait ce qu'on était en train de réaliser. Il faut dire que les Bordelais avaient été quelque peu traumatisés par les travaux de l'époque Chaban. Si le chantier se sent encore partout, si les aménagements manquent encore,
On peut cependant commencer à lire le plan d'ensemble avec, à son centre, ce vaste espace libre qui justifie son nom, la cité du Grand Parc. Le centre Mériadec, Bordeaux-Lac, le Grand Parc. Dans les années 60, Jacques Chaban-Delmas cède à la tentation des grands ensembles. Le Bordeaux des années Chaban tourne le dos à son fleuve. J'ai tout lieu de croire que l'avenir s'annonce bien. Mais il n'est pas indifférent de mesurer les résultats obtenus afin de bien conduire les actions prochaines. 50 ans, un nouveau maire et 110 millions d'euros plus tard, les quais sont aménagés sur 4,5 km. Une longue promenade qui rappelle celle des Anglais à Nice. Sans la Méditerranée, mais avec ses jardins, son miroir d'eau, son skatepark. Ses arbres, ses terrains de sport. Évidemment, le commerce existe aussi sur les quais, mais il se fait discret tout au bout de l'aménagement. Les Bordelais ont fait le deuil du port et les derniers bateaux à quai sont transformés en boîtes de nuit. Aujourd'hui, le passage par Bordeaux d'un bateau de fret est exceptionnel, au point que pour l'occasion, le maire, M. Alain Juppé himself, se déplace en personne. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment. C'est pour moi l'occasion de célébrer notre fleuve. J'ai une petite citation, je n'hésite pas au plaisir de vous la lire, avec l'un des grands historiens de Bordeaux, qui s'appelle Camille Jullion, qui dit « Bordeaux est un présent que la Garonne a fait à la France ». Belle formule. C'est le fleuve qui a créé la ville plutôt que les hommes. Il a été la raison d'être de son existence avant de devenir l'arbitre de ses destinées. Je veux dire que Bordeaux, au fil de l'histoire, avait un peu tourné le dos à son fleuve. Notre souhait, c'est de faire en sorte que le fleuve vive, et donc nous développons un projet de navette fluviale pour utiliser cette artère dans la circulation de tous les jours. Monsieur le maire a de beaux projets dans la tête et aussi les municipales de 2014 dans le viseur. Quoi qu'il en soit, depuis le réaménagement des quais, les Bordelais ont bel et bien renoué avec la Garonne. On est parti, hein, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir rapidement s'il y a du vent. Donc là, on va aller un peu plus vite. Le skipper urbain. Julien Marcotte s'occupe d'une association de voile sportive à Bordeaux, qui compte une 50aine d'adhérents. Alors le projet, il est né il y a 3 ans, dans la tête de 3 Bordelais amoureux du fleuve. Ils avaient cette envie de dynamiser un peu la Garonne par des régates à la voile. On a mis 2 bateaux. Par la mairie, on a obtenu 2 places au ponton. On a mis les bateaux à l'eau. On a commencé à naviguer, à se rendre compte de ce qu'était le plan d'eau, les conditions climatiques, s'il y avait du vent. On s'est rendu compte que ça plaisait aux gens et puis surtout que ça correspondait vraiment avec la dynamique de Bordeaux aujourd'hui, quoi. On a lancé le projet au bon moment à Bordeaux. Là, il y a une belle manœuvre qui se passe, là. Faites gaffe au milieu, hein. Il y a un tronc, là, qui flotte. En fait, on voyait pas les beaux bâtiments qu'il y avait derrière, on voyait que des hangars quand on était sur l'eau. Aujourd'hui, Bordeaux va redevenir un vrai port, quoi, c'est-à-dire avec des bateaux. Tiens, voilà la vedette de Jean d'Estuaire. Il rentre des îles. C'est un bateau très rapide qui fait Bordeaux-Pauillac en 1 heure. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir aller visiter des châteaux du Médoc et du vignoble en 1 heure. T'es pas tout seul? Non, c'est bon, il n'y a plus personne. Salut. T'arrives d'où, de Patiras? Ouais. Et s'il commence à pleuvoir, ça va être un peu moins cool, mais bon. L'enfant du fleuve. J'ai grandi sur une des îles, là-bas, sur l'île Margot. En fait, mon père est le gérant de la propriété viticole. Et du coup, voilà, j'ai passé mon enfance à naviguer. C'est là que j'ai rencontré Julien. Puis on a monté une entreprise qui fait du tourisme sur le fleuve. C'est-à-dire que typiquement, si tu veux aller passer un moment sur une île, il va falloir louer un bateau, louer le site sur l'île, demander à un viticulteur ou 2 qui est sur le coin de venir organiser un apéritif. Voilà, Jean d'Estuaire, comme on connaît bien toutes les personnes qui sont un petit peu autour, on organise tout ça. Au Moyen-Âge, on appelait ça la rivière de Bordeaux.
Voilà, tout l'estuaire de la Gironde, tout cet ensemble-là était appelé la rivière de Bordeaux. La Gironde, c'est un nom qui est arrivé après la Révolution. Mais d'un point de vue marketing, si vous allez voir un Américain à New York, vous parlez de Bordeaux, il a entendu parler. Donc si vous lui parlez de Bordeaux River, il a entendu parler. On essaye de se positionner sur un fleuve qui est en plein boom. Il y a la concurrence qui rentre partout. Pas seulement la concurrence locale, la concurrence internationale. Et on estime que c'est plutôt bon parce que ça tire la destination rivière de Bordeaux vers le haut. Le tourisme, nous y voilà. L'activité économique, le nerf de la guerre, les petits sous-sous. Avec la rénovation des quais, on redécouvre les façades du XVIIIe siècle. Et en 2007, ces façades sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du jour au lendemain, ce classement fait exploser la fréquentation touristique de la ville. Bordeaux accueille aujourd'hui 2,5 millions de visiteurs par an. Et le passage obligé pour tous ces touristes, c'est le miroir d'eau qui fait face à la place de la Bourse. Le miroir d'eau à Bordeaux, c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris. Michel Corageau est le paysagiste qui a dessiné les quais et qui a imaginé cet ingénieux procédé de reflet. Pour faire un miroir d'eau, il suffit d'avoir une pierre un peu sombre et vous avez 2 cm d'eau sur la pierre qui la mouille et qui fait un miroir absolument parfait. Le paysagiste. Un jour de pluie, quand on se baladait sur les quais, on avait une grande flaque d'eau et je vois le reflet de la Bourse. Et donc l'idée de faire un miroir devant cette Bourse nous est venue comme ça. Les quais, à l'époque, étaient beaucoup plus près de la Bourse qu'ils ne le sont aujourd'hui parce qu'on a remblayé progressivement et fait des aménagements de quais pour gagner sur le fleuve. Et de cette façon, on voulait remettre la Garonne à sa place en faisant cet effet d'eau ici. Tous les Bordelais, il faut le savoir, à l'époque, partaient à la mer le dimanche et le samedi. On s'était dit avec Alain Juppé, si on pouvait freiner ce mouvement et qu'on puisse garder les Bordelais le samedi et le dimanche sur les quais, ce serait formidable. Ce qu'on a en partie d'ailleurs réussi, je crois. C'est beau la modernité du tram sur le pont de pierre. Le tramway est un outil de transformation de la ville. Il demande une modification complète de l'espace public sur lequel il se trouve. Pour faire un tramway, vous êtes obligé de refaire toute la voirie. Il faut changer tous les réseaux qui sont en dessous de lui pour que justement il n'y ait pas de réseau. Et il y a dans toute la ville de Bordeaux des places, des aménagements d'espace public qui ont été générés par l'arrivée du tramway. Et les tramways circulent dans Bordeaux et montent d'ailleurs sur les coteaux, va jusque dans les villes périphériques de Bordeaux. Cette circulation des personnes n'a l'air de rien, mais elle modifie complètement la fluidité de la ville elle-même. Bordeaux compte aujourd'hui 3 lignes de tramway qui ont été réalisées en seulement 10 ans, en même temps que l'aménagement des quais. Ces lignes se croisent au centre-ville et rayonnent vers les périphéries de Bordeaux. Au total, 44 km de voies et 90 stations. De nombreux quartiers populaires se trouvent ainsi désenclavés, comme Senon, Lormont, le Grand Parc, mais aussi Pessac et Mérignac. Les distances sont raccourcies et Bordeaux se pense désormais avec sa périphérie. Je voudrais que Bordeaux devienne une métropole de rang européen. Le maire. Nous avons la chance d'avoir une renommée internationale grâce au vin. Et Bordeaux, peut-être même avant Lyon et Marseille, à l'international, est un nom qui est connu, mais il faut que nous atteignions la masse critique qui nous permettra d'être dans la concurrence des villes européennes, parce que les métropoles se font concurrence. D'où l'objectif du projet urbain que j'ai lancé en 2008 et qui s'articule avec celui de la communauté urbaine, d'une ville qui atteignent à peu près 1 million d'habitants. C'est réaliste et je pense que ça sera utile pour élargir notamment notre bassin d'emploi. Pour y parvenir, nous avons 2 atouts majeurs. D'abord, le désenclavement définitif, si je puis dire, de Bordeaux avec la réalisation des lignes à grande vitesse. Et nous avons des centaines d'hectares dans Bordeaux, intramuros, qui sont urbanisables. J'ai décidé ce que j'appelle l'arc de développement durable avec des nouveaux quartiers dont certains sont en train de sortir de terre auprès du lac, auprès des bassins à flot, grâce aux 2 nouveaux ponts dont l'un est presque achevé et l'autre sera construit d'ici quelques années. Également sur la rive droite où nous avons de vastes espaces.
Monsieur le maire voit grand. Il voit l'Europe. Il voit Paris à 2 heures de TGV. Il voit un grand projet baptisé Bordeaux 2030. Ce grand projet qui a commencé avec les quais et le tram. Et qui se poursuit avec Ginkgo, l'écoquartier, ou le quartier des bassins à flot, connu pour sa base sous-marine allemande, et qui va voir plus de 5000 logements s'élever sur ses rives. Ou encore le quartier de la Gare, avec le projet Euratlantique. L'expansion de la ville se fera également de l'autre côté du fleuve, sur la rive droite qui a été désenclavée par le tram, et qui est également desservie à partir de 2013 par le gigantesque pont Bacalan-Bastide. Ce pont au gigantesque tablier levant laissera passer les gigantesques bateaux de croisière, ce pont dont les gigantesques piliers se dressent vers le ciel qui semble être la seule limite aux ambitions de la ville. Vincent Feltès, le président de la communauté urbaine et probable challenger de Juppé au municipal de 2014, semble avoir des ambitions plus terre-à-terre. Un des enjeux pour l'agglomération bordelaise dans les années qui viennent, c'est bien sûr de relier la rive droite à la rive gauche, mais c'est de relier aussi les périphéries aux périphéries. Le président de la communauté urbaine. Avec le pont Bacalan-Bastide qu'il y a derrière et le pont Jean-Jacques Bosque qu'on aura dans le quartier de la Gare, l'enjeu c'est derrière d'adosser une espèce de rocade des transports collectifs. Bien sûr, le transport collectif en centre-ville, c'est extrêmement bien. Bien sûr, les gens qui ont accès au tramway, c'est extrêmement bien. En même temps, on sait que tout le monde n'a pas accès au tramway et la circulation est devenue beaucoup plus douce en centre-ville, mais un peu plus compliquée dans la périphérie. D'autant plus qu'on a articulé ça avec une politique de stationnement favorisant les résidents, mais peut-être plus dissuasif pour les banlieusards, entre guillemets. Et donc, c'est cette espèce de question du mélange, de la mixité qui se pose aujourd'hui. Il faut croître, mais il faut croître aussi pour accueillir toutes les populations. En attendant que Bordeaux ne devienne le berceau mondial de la croissance solidaire, le centre-ville est devenu un petit paradis. Les voitures ont été chassées, les parkings enterrés et les zones piétonnes sont à l'honneur. Stéphane Puisatteri vit à 200 mètres des quais, derrière la place de la Bourse, au centre du centre. Là, vous avez quelque chose de très intéressant. Ici, on avait auparavant une véritable autoroute. Il y avait 5-6 voies, donc de véhicules qui descendaient de la place Gambetta à la Garonne, et c'était l'autoroute. Aujourd'hui, ce sont comme des ramblas de Barcelone, avec quelques terrasses, des petits jardins, des arbres, des bancs où les gens peuvent s'arrêter. Le fait d'éjecter l'automobile hors de l'hypercentre était une volonté délibérée et qui devait nécessairement accompagner la politique de mise en œuvre du tramway. Le riverain. Allez, montre que tu sais ouvrir la porte. Voilà, très bien, voilà. Le représentant de l'association des commerçants de Bordeaux ne voulait pas du tramway parce qu'il n'avait pas envie de voir arriver la racaille dans le centre-ville. Il n'avait pas compris qu'il y avait une nécessité d'avoir des transports en commun, qu'il fallait que les gens puissent venir faire leurs courses, que ça serait intéressant pour le commerce bordelais. Et d'ailleurs, la rue Sainte-Catherine, le vendredi ou le samedi, est noire de monde. Et ces gens-là, ils achètent dans le commerce bordelais. Et ces gens-là viennent de toute la communauté urbaine. Bien sûr, vous avez de temps à autre des petits incidents, mais comme dans toutes les villes de France, où il y a une transformation qui s'est opérée sur le plan de la sociologie, c'est la politique de réhabilitation du centre-ville, notamment, qui était en partie déserté en raison de la vétusté d'un certain nombre d'immeubles, donc de l'apport d'une nouvelle population qui est arrivée aussi parce que les transports en commun, facilité de se déplacer, peut-être pas besoin d'avoir une voiture pour se déplacer, pour aller faire ses courses, donc voilà. Donc le centre-ville a retrouvé un certain dynamisme. Et il y a des gens qui, comme moi, ont pris le pari parce que le prix du mètre carré n'était pas cher et qu'on n'avait pas les moyens d'aller acheter ailleurs, de s'implanter dans ces quartiers-là. L'embellissement de la ville rayonne depuis les quais et le pari de s'implanter dans le centre de Bordeaux a été payant.
En 10 ans, le prix du mètre carré a doublé, passant de 2 à 4 000 €. Les bobos ont gagné le gros lot. Le quartier des Chartrons est devenu emblématique de la métamorphose du centre-ville. Ce quartier, historiquement celui des négociants, a été rénové par Juppé et accueille un musée d'art moderne dans un ancien entrepôt. Ironie du sort, les bobos bien connus pour porter le cœur à gauche ont investi le quartier, au point qu'en 2007, monsieur le maire en a perdu les législatives et qu'en 2012, il ne s'est pas présenté. Au centre de Bordeaux, un quartier est tout de même resté assez populaire, c'est le quartier Saint-Michel. Et lors de l'aménagement des quais, on y a construit évidemment des terrains de sport. Samira Itmedi est architecte. Son équipe a construit ses équipements et elle aime venir flâner à Saint-Michel. La Bordelaise. Là-bas, il y a la Toupina. C'est les petites surprises. Le quartier populaire, c'est un des restaurants les plus huppés en fait, de la ville, qui se trouve là, mais depuis longtemps. Il n'en reste pas beaucoup. Les rues comme ça, les façades aussi éclectiques. C'est encore pas mal dans son jus, quoi. Ici, bientôt, réhabilitation de 5 logements sociaux publics. C'est un immeuble sans doute vétuste, acheté il y a très très longtemps par une famille qui au bout d'un moment n'a plus les moyens de faire tous les travaux et du coup après l'a loué à des populations plus fragiles. Voilà, donc ils vivent très nombreux dans les apparts, enfin comme dans toutes les grandes villes. C'est typiquement un immeuble dans donc, le Saint-Michel, parce qu'il y a plusieurs quartiers comme ça qui sont ciblés pour être rénovés. Elle est là, la place Saint-Michel. Le chantier a commencé. Ça se voit pas beaucoup, mais il y a des petits trous, il y a des... On travaille sur les réseaux, donc ça se passe pas mal en dessous. Et en tout cas, c'est ici que le samedi matin et le dimanche matin, le dimanche c'est la brocante, et le samedi, il y a le marché aux légumes. Et ici, c'est le marché ouvert. Donc c'est un très beau marché parce qu'il est en rond autour de la flèche. Ça va? Ouais. Et ils vont enlever le marché, et ils vont pas le remettre en fait. Ah bah ça, moi je suis pas sûre qu'ils l'enlèvent. Hein. Enfin, je pense pas qu'ils vont l'enlever. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, ils ont fait des essais là sur la place, ça va être des pavés en bois qu'ils vont remettre. Ah oui, ça c'est sûr. Donc si on met des pavés en bois, ils vont pas remettre les camions dessus. Hein. C'est dommage parce que c'est un quartier ici assez multiracial, cosmopolite quoi. Ouais. Et ça, d'ici quelques années, ça sera plus ça quoi. C'est un peu dommage. Ils vont exclure les gens quoi, c'est pas très bien quoi. Si tout le monde va commencer à augmenter le loyer, tout ça... Oui, c'est ça. Ça dépend des propriétaires et de comment si un loyer qui fait 400 €, tu dis à quelqu'un, vous partez, on vous met là-bas, vous allez revenir, mais qu'il est à 600, la personne ne va pas revenir. 4, 5 ans, 6 ans, ça sera fini. Hein. Il n'y aura pas un loyer à moins de 600 €. Quoi. Ça commence à monter déjà, ouais. Oh, ça fait déjà bien 3-4 ans déjà. Alors qu'il se passe, c'est quartier tout propre, tout bien, tout nickel au niveau d'hygiène, c'est un truc. Hein. Voilà, donc voilà. J'en reviens à ça, mais c'est pas ce niveau-là. C'est propre, mais dans les deux sens qu'ils veulent. C'est exclure les gens, voilà. C'est en train de se rénover, mais je sais pas si c'est dans le bon sens, quoi. C'est assez drôle parce qu'ils se mettent un peu au diapason, les commerçants, de rénover pour justement, je pense, pas être virés, parce que à terme, c'est ce qu'ils ont à faire, quoi. En gonflant les loyers, en virant tous les petits kebabs, tous les petits commerçants, tout ce qui fait la diversité d'ici, quoi. C'est de cette diversité qu'est née la scène rock bordelaise dans ces quartiers populaires, avec notamment Eiffel, Noir Désir ou The Film. Là, t'es entre La Victoire et Saint-Michel, donc c'est étudiant, rock. Il y a des salles de concert, il y avait l'Hérétique qui était là. Ancien zoo bizarre et tout, il y a eu du monde qui est passé. Et ça a changé. S'il n'y avait pas eu cette effervescence depuis longtemps, il n'y aurait pas aujourd'hui des groupes qui sont reconnus partout, enfin de manière internationale, qui ont tourné partout, que ce soit les Cap Bambino en électro, les Magnétiques en garage, ou là JC Satan, qui ont commencé à en parler à fond. C'est vraiment le pur produit de ces petites caves et de ces petits lieux
Et c'est des groupes qui sont vraiment extraordinaires, quoi. C'est pas seulement des petits groupes locaux qui ont réussi, c'est des groupes qui ont une carrure internationale. Et tout ce qui est clubbing, discothèque, ça a été relégué, déplacé sur les quais de Paludat, voilà, pour un peu moins gêner les riverains. Mais c'est sûr que la politique de la mairie, c'est plutôt si elle pouvait mettre tous ces trucs bruyants en périphérie, elle le ferait. Pour pas les gêner les électeurs. Donc c'est sûr qu'après, ces gens qui organisent des concerts de musique actuelle amplifiée sont très peu aidés, subventionnés. On va filer le pognon plutôt à ceux qui font du jazz et du classique. Le réaménagement des centres-villes pose toujours la même question, celle de l'identité des quartiers, quand c'est le visage de toute l'agglomération qui change. C'est la fin d'un deuil, l'aménagement des quais. C'est le signe qu'on a aussi fait une croix sur une partie de notre passé, qui est le passé commercial, y compris au mauvais sens du terme quand on pense à la traite des Noirs, et industriel. Je pense que l'enjeu pour nous à Bordeaux au XXIe siècle, c'est de dire c'est quoi la ville du XXIe siècle. Et nous, l'objectif qu'on a, c'est qu'on soit repéré, non pas comme la ville qui a eu tel grand geste architectural, qui a eu tel grand équipement, mais comme une manière de vivre qui soit plus douce, plus solidaire, et avec aussi la question de l'emploi. N'en déplaise au futur challenger d'Alain Juppé à la mairie, le renouveau de Bordeaux se fait actuellement avec de grandes signatures de l'architecture qui assureront sans doute la postérité au maire actuel de la ville. Jean Nouvel, Winnie Maas, Paul Andreu. À grand renfort d'animation 3D, la Cité du Vin qui s'élèvera au bout des quais préfigure cette grande vision. Les prochaines élections municipales opposeront bien deux visions de la ville, deux ambitions clairement positionnées.